qui est niveau MVP. Hello, hello. Hello, hello, comment ça va? Ça va et toi, Romain? Comment tu vas? Ça va? Nickel, attends, je règle juste tout ça. La chaleur, hein. La chaleur, il fait chaud. Ah, mec, t'es en train de me dire ça à moi qui, il fait actuellement, il est 20 h, il fait 30 degrés chez moi, mon gars. Moi, il y a le petit ventilateur là qui est mis. Tiens, tu veux regarder combien il fait chez moi toute la semaine? On a Voilà. atteint à combien? Je suis à 35 degrés de moyenne presque toute la semaine. Attends, mais pourquoi ils me mettent Lyon? Je suis pas un mec de Lyon, moi. C'est quand même assez aberrant, je Ouais, trouve, non? là, non, là, moi, il fait 29. Bah, estime-toi heureux. Vraiment, attends, juste, je réponds à ça. Bah alors, cette Coupe du Monde des clubs, qu'est-ce que tu en penses là? On a quasiment fini la première journée, il reste les matchs d'aujourd'hui et de cette nuit, et on passera à la deuxième journée. Donc, un petit, un petit bilan Ouais, là de un cette petit première semaine un bilan. peu? J'attends de voir ce que ça va donner le Real Madrid à Hilal. Ça va être pas mal, hein. Ouais, Ça va c'est être ça, ouais, un intéressant. bon match. Ça va être intéressant de suivre ça. Par contre, il n'y aura pas Mbappé. Ça va être le premier match de Xabi Alonso aussi. Donc voilà, on rappelle à Hilal, c'était l'ancien club de Neymar, hein. Donc c'est Ouais. le club avec Mitrovic, etc. Mitrovic, Malcolm, Oui, c'est ça, hein. Boumou, Joao Kalidou Koulibaly. Cancelo, Ouais, ouais, Milinkovic-Savic surtout. ouais, tout à fait. Donc il y a du beau monde dans ce club-là. Et qui est d'ailleurs les clubs qui raflent quasiment tout, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, il y Tomono. a juste l'année où c'est Ali Tchad qui a gagné le championnat. L'équipe C'est de ça. Benzema. Voilà, mais ouais, bah, attention, t'as 4 gros piliers, hein, donc, en Arabie Saoudite, et Al Hilal fait partie de cela. Écoute, intéressant dans le sens où il y a de l'adversité entre les clubs sud-américains et les clubs européens. Ouais. Beaucoup de clubs européens ont fait des matchs nuls sur les face aux sud-américains, donc c'est intéressant de voir ça. On peut parler de Porto, on peut parler de Dortmund, Benfica, Dortmund. Benfica, voilà. Ça prouve qu'il y a de l'adversité en face et c'est intéressant. Bon, pour nos clubs américains, c'est encore un peu difficile, mais ils sont pas si loin que ça. Oh, Ils sont- franchement, les confrontations qu'il y a eu, franchement, on a eu quand même des belles choses. Bon, il y a des équipes qui ont moins performé que d'autres. Mais en tout cas, dans le contenu, je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'ils ont pu montrer sur cette première journée. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit surtout des styles de foot différents, hein. On a le Ouais. football africain qui est vraiment basé, tu vois, sur le côté athlétique, vraiment beaucoup de physique. On a Mm. les Sud-Américains avec la grinta, l'esprit combatif, etc. Et on a le style européen classique qu'on a l'habitude de connaître, quoi. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment le bon format. Franchement, c'est un bon format, faut juste le peaufiner. Et je pense que les prochaines éditions seront meilleures que celle-ci. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un bon produit avec cette Coupe du Monde des clubs. Après, les prochaines éditions, elles sont dans 4 ans, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises, ça, hein. exactement. Donc ça leur laissera le temps de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, Oui, parce pour que modifier, quoi. enfin, ce qui n'a pas été surtout, c'était bah, forcément le faire dans un pays où le foot n'est pas encore le sport numéro un, c'est Ouais, compliqué pour accueillir les gens, quoi. ouais, C'est exact, exact. dans le sens où bah, il n'y a pas encore des tribunes très remplies, quoi. Là, par exemple, le match hier, il y a eu Mamelody Sundowns le, Ulsan, le stade c'est était ça. vide à Orlando. Le stade était vide à Orlando. Après, il y a eu une histoire de tempête, hein, de Ouais, tornade. Ils ont retardé le coup d'envoi de quasiment 30 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc, on aurait dit des stades post-Covid, quoi. ouais, Ou en ouais, ouais. Covid, quoi. Donc voilà, c'était un peu dommage. Mais après, il y a des stades où c'est un peu plus rapide. Après, on rappelle que la tradition américaine, c'est que les Américains viennent pour un show, hein, comme au Oui, NBA, comme en baseball, comme en foot US. Il y a beaucoup de pauses dans leur sport. C'est pour ça que les Américains n'hésitent pas à venir plus tard.
Bah, c'est pour Euh, ça que, ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on voit que sur beaucoup de matchs, le public arrive Se un peu lève, au compte-goutte. c'est Et ça. au début du match, il n'y a pas beaucoup de monde, mais tu te rends Ouais. compte qu'au fur et à mesure de la rencontre, voilà, le stade se remplit et qu'il y a de moins en moins de places vides. C'est ça. Maxime Chanot, qui est le défenseur du LAFC, qui l'avait dit, hein, qui est un habitué de la MLS, qui avait dit ça. Et puis, il y a aussi, ils n'hésitent pas à se lever, à aller manger pendant le match, à aller chercher à boire et tout ça. C'est une tradition américaine, donc, parce qu'en fait, c'est le football, c'est le seul sport où il y a aux États-Unis, où il n'y a qu'une seule pause au final. Ouais. Et donc ça leur fait bizarre, eux qui sont habitués à avoir des cartons pub toutes les 5 secondes. Mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est une tradition, il faut s'y habituer. Thomas, du coup, on va débriefer les 3 matchs. On avait dit qu'on allait débriefer les 3 premiers matchs de nos équipes de MLS. Donc on est là pour les débriefer. T'as mis le sommaire juste là. Donc d'abord, on va partir sur l'Inter Miami avec Al Ali, pardon, avec des débuts poussifs pour l'Inter Miami. Ensuite, on va partir sur le Botafogo face à Seattle Sounders, avec une qualif qui va s'annoncer compliquée pour nos amis de Seattle. Et enfin, le LAFC face à Chelsea. Wow. Je fais que bailler en ce moment, excuse-moi, je suis assez La fatigué. chaleur et le taf. Ouais, et voilà. On commence tout de suite sur l'Inter Miami, Thomas. Allez, on commence dans l'ordre, c'est parti. Donc l'Inter Miami qui a ouvert le bal de cette Coupe du Monde à domicile face au club égyptien de Al Ahly, si je prononce bien. Euh, et les Floridiens se sont séparés sur un match nul face aux Égyptiens. Un bon vieux 0-0 des familles, pardon, avec par contre plusieurs occasions, notamment, il est bon de le souligner, un penalty arrêté par le gardien Ouais. de De Miami, Miami. Sarri. Et finalement, deux équipes qui se donnent, qui terminent dos à dos, comme tu as écrit. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première rencontre déjà de la Coupe du Monde des clubs et de l'Inter Miami? Bah, je trouve que les gens ont été durs sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de messages passer, ouais, c'est du niveau DH, c'est du niveau national. Tu vois, ce genre de commentaires-là en critiquant la qualité du jeu produit par les deux équipes. Je trouve, mine de rien, que déjà en première mi-temps, ce qu'a montré Alali, c'était très très intéressant. Avec une volonté à la récupération directement partir en transition et profiter du coup des espaces laissés par la défense de Miami, qui a eu du mal à rentrer dans sa rencontre, qui est en difficulté et qui peut remercier son gardien pour pouvoir avoir tenu jusqu'à la mi-temps avec ce résultat de 0-0. Ça, c'est sûr. Et puis après, on a eu d'autres visages de Miami en seconde mi-temps notamment, où voilà, ils ont été beaucoup plus impactants, ils ont eu beaucoup plus le ballon et ils ont créé pas mal de situations face à une équipe d'Alali qui m'avait l'air un peu fatiguée, qui était un peu sur les rotules et Miami a failli en profiter et, et également tombé sur un gardien de très gros niveau. Donc je pense que c'était un beau match. Le 0-0 il est trompeur parce qu'on a eu des occasions. Et en fait, c'est surtout que les gardiens ont été meilleurs que les attaques sur ce match-là. Mais après, on rentrera un peu plus dans le détail pour Miami par la suite. Mais en tout cas, un bon match. C'était un bon 0-0, même si on n'a pas eu de but. On voit la composition là, de l'équipe de l'Inter Miami, avec notamment une défense du coup Falcon Avilés, Allende sur le côté droit, Segovia sur le côté gauche. On a du coup une attaque à 2 pointes avec Messi et Suarez. Est-ce que tu as été satisfait de cette composition et surtout bah, du coup du milieu de terrain Redondo Busquets aussi? Malheureusement, on l'a toujours dit, on avait des craintes. On l'a dit notamment lors de la preview de savoir comment Busquets, notamment, il allait pouvoir gérer un tempo de match qui va beaucoup plus vite que ce qu'on peut voir en MLS. Et malheureusement, il a été noyé, il a été en difficulté toute la rencontre. Et, du coup, notamment en première mi-temps, où on a vu, comme je le disais, Alali, ben, du coup, récupérer les ballons et partir très rapidement en transition avec beaucoup d'espace.
Et Busquets, il était toujours à la traîne derrière. Donc, je pense que Mascherano devra changer son 11 en vue du prochain match. Parce qu'il y a eu des entrées très intéressantes qui ont ramené un peu plus de peps et un peu plus de danger euh, pour l'adversaire. Donc, Qui doit venir? Qui doit changer? pour moi, déjà, je pense que Fafa Pico doit peut-être commencer parce que je trouve que Suarez, il a été aussi emprunté et qu'on l'a très peu vu. Tu mettrais Suarez sur le banc? Ah, bah ouais, de ce que j'ai vu, il est Et beaucoup avec trop. LND plutôt en buteur Bah, et ouais, Fafa Pico sur le ouais, c'est côté? ça. Parce qu'en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que on sait comment Miami joue. C'est Messi qui redescend, qui vient chercher des ballons et qui en quarterback soit va tu vois, orienter à droite, à gauche et profiter du coup des appels de ses coéquipiers. Mais là, sur ce match-là, en fait, Luis Suarez, malheureusement, on l'a pas vu. Il a pas pesé. Euh, il a pas fait de course, on l'a pas vu voilà, demander les ballons. Alors que quand Fafa Pico est rentré, je trouve que Fafa Pico, il a fait pas mal d'appels, pas mal de courses en profondeur pour justement donner des solutions à Lionel Messi. Donc c'est pour ça que moi je pense que Luis Suarez devrait potentiellement laisser sa place et on devrait voir Fafa Pico titulaire ou un autre joueur qui puisse amener des appels en profondeur et pourquoi pas aussi sortir Busquets parce que pour moi Busquets pour ce genre de compétition là et pour ce rythme là et cette intensité là il est éliminé hein. C'est trop compliqué pour lui, c'est trop dur et c'est rédhibitoire. Je sais que c'est utopique parce que ça n'arrivera jamais. Voilà, on va se le dire, on va se le dire clairement, ça ne va jamais arriver. Mais je pense que Miami gagnerait à enlever ces joueurs-là de son 11 pour avoir une équipe déjà qui court et qui est capable de répéter les efforts un peu plus et ne pas donner qu'une mi-temps sur deux quoi, pour être là dès le début. Ouais. D'ailleurs, il y avait aussi Jordi Alba qui était absent Ouais. aussi, du côté de Miami. Qu'est-ce que tu as pensé de la rentrée de Benjamin Cremaschi? Celui qu'on attendait parmi nos joueurs clés. Il a fait une bonne entrée. De toute façon, il est rentré dans le moment fort de Miami, hein, où voilà, Miami s'est montré très dangereux. Quand Miami a le ballon, franchement, c'était très bien. Mais on a quand même vu les défaillances tactiques et de placement de cette équipe. Et plus globalement des équipes de MLS, je trouve, sur cette première journée. Donc, non, il a fait une entrée plutôt correcte. Il n'a pas non plus été exceptionnel, mais voilà, il a coïncidé aussi avec la bonne période de son équipe. Ok, d'accord. Et, euh, et du côté d'Al-Ahly, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu, qui t'ont surprise du côté de cette équipe égyptienne? On rappelle qui est l'une des meilleures équipes quand même du continent africain. L'Égypte qui remporte beaucoup de choses sur le plan national. Est-ce que là, du coup, sur le plan continental, pardon, est-ce que là, du coup, cette équipe d'Al-Ahly qui est une très bonne équipe sur le plan national, euh, t'a convaincu? Sur la première mi-temps, en tout cas, ce qu'ils ont montré, c'est très intéressant. Techniquement, t'as quand même des joueurs qui ont l'air d'avoir une technique, je pense, peut-être même au-dessus de celle de Miami. Et notamment, Et d'autres Trezeguet. slides, Thomas a montré, non? Ouais, attends. Si tu veux, je vais mettre les stats Voilà, c'est ça. pour corroborer. Ouais, en première mi-temps, Trezeguet, il a été très très dangereux sur son côté. Il a posé énormément de problèmes. T'as aussi la blessure de Achour, qui est censé être leur meilleur joueur, qui s'est blessé malheureusement très rapidement dans la rencontre. Et, euh, et non, j'ai quand même senti, en tout cas, un plan de jeu clair et défini de la part de Al-Ahly. En fait, ils avaient une feuille de route. Et voilà, et je pense qu'on sait à quoi s'attendre maintenant avec cette équipe sur le long de la compétition, alors que Miami, je me dis que c'est encore perfectible. C'est encore perfectible et qu'il y a potentiellement des choses à changer dans le 11 pour pouvoir s'améliorer, faire mieux sur les prochaines journées. Trezeguet, on rappelle, c'est l'ancien joueur d'Aston Villa, hein, Exactement. de Başakşehir, de Trabzonspor, et qui est revenu du coup à son club formateur, hein, à l'Ali. Donc c'est intéressant pour ce joueur-là qu'on a connu du coup du côté d'Aston Villa ou du côté de, de l'Égypte, hein, en fait, tout
tout simplement. Avec, c'était lui le pendant à gauche avec Mohamed Salah pendant les dernières CAN. Ouais, ouais, clairement, clairement. En tout cas, c'est lui qui a amené beaucoup de dangers avec l'avant-centre, l'international palestinien, j'ai plus son nom. Mais Abou Ali. ouais, voilà, bah, Abou lui aussi, il Ali. a été pas mal aussi. Il a beaucoup appelé Ouais, en profondeur. Il avait quand même des situations. Il a manqué d'efficacité devant les buts, ouais. notamment en première mi-temps. Mais ça a été, je pense, les deux joueurs qui ont vraiment été à un niveau plus que satisfaisant côté Al Ahly. Alors que Achour, il était un peu déçu. Bah, malheureusement, comme tu dis, il est sorti assez tôt. Il s'est blessé très rapidement. Il est sorti peut-être, je crois, là, peut-être dans le premier quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Il s'est blessé, je sais Oui, pas à si la c'est place de... Ah oui, l'épaule. c'est Zizo qui l'a remplacé, oui, c'est vrai. Zizou aussi, il a fait une bonne rentrée, hein. Zizou, il a été Ouais. aussi pas mal. C'est juste en dessous des deux que je t'ai cité avant. Mais Mm. en tout cas, ouais, malheureusement, on n'a pas pu voir les qualités d'Achour. Mais ce qui est intéressant, c'était que Achour jouait beaucoup plus haut de ce que je l'avais vu quand c'était la CAN en Égypte, où Mm. il jouait plus en poste de relayeur. Et là, il était quasiment en fait dans les deux Un de tout devant. gros attaquant, hein. Ouais, 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 ouais. il était à côté de Abou Ali Ouais, à la pointe. Donc ça aussi, c'était d'accord. peut-être intéressant à voir, mais dommage, il s'est blessé très rapidement. On n'a pas pu voir ce que ça pouvait donner ce placement-là Ouais. d'Achour. On regarde les slides là, on voit que chaque équipe a eu sa mi-temps. Avec 55% de possession pour Miami, notamment surtout en seconde période. Ouais. 14 tirs pareil à 11. 6 tirs cadrés à 8. Finalement, Al-Ali a plus cadré. Et surtout, on voit par contre en termes d'XG que Al-Ali a été plus dangereux, notamment avec deux d'XG quasiment. Forcément, je pense que le penalty, il compte pour beaucoup. Et par contre, sacré arrêt de Ustari, ça Ah ouais, c'est il a bien fait un parce qu'il y match a le penalty et il y a l'arrêt aussi derrière, juste sur la après tête, le ouais, penalty. sur le corner, sur la tête. Non, Donc non, c'est mais comme je t'ai dit, Al Ahly, leur domination sur la première période s'est concrétisée par des occasions très mm, franches, alors que l'Inter Miami, ça a plus été des situations, mine de rien. Euh, on a eu peut-être un ou deux arrêts du gardien sur des corners, des coups de pied arrêtés, et on a eu l'arrêt qui fait sur le centre-tir de Messi, ouais. qui va arrêter, qui va mettre sur sa barre transversale. Mais voilà, on a plus senti que c'était des situations et non pas des occasions franches côté Miami. Donc je pense qu'au final, quand tu regardes, le match nul est plutôt logique entre deux équipes Ouais. qui ont eu chacun leur mi-temps pour pouvoir essayer d'ouvrir le score. Et maintenant, qu'est-ce que ça va dire pour la suite de l'Inter Miami? Je vais regarder c'est qui leur prochain adversaire. Il me semble que c'est Porto, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Porto pour le prochain match à 21h. Le 19, demain, pardon. Du coup, demain, le prochain match à 21h face à Porto. Toi qui as vu aussi le match de Porto, qu'est-ce que tu penses du coup de la suite de la compétition pour l'Inter Miami? Comment ça va se passer? Bah, honnêtement, sur ce groupe-là, tout le monde est à un point déjà. Et, Ouais, oui, c'est euh, vrai, hein. et je trouve, bah, l'équipe qui m'a fait la meilleure impression, c'est Palmeiras. Palmeiras. Ouais, C'est Palmeiras, donc je me dis que pourquoi pas. Pourquoi pas, il y a peut-être un coup à jouer pour Miami face à Porto. C'est pas le meilleur Porto, c'est pas un Porto transcendant que déjà cette saison, hein. Et du coup, dans la continuité sur ce début de compétition. Après, ils ont quand même des grosses individualités qui peuvent faire la différence. Euh, on a vu Rodrigo Mora sur ses prises de balles. Bon, voilà, on sent qu'il y a du talent, même s'il a encore du déchet. Et puis moi, ce que j'ai peur, c'est surtout de voir comment la défense de Miami va gérer Samu et, ouais, sa puissance athlétique. Parce que là, déjà, contre, contre Al Ahly, on a vu les fragilités de cette défense, notamment Avilés qui a fait un match exécrable, et Falcon aussi qui a été très très mauvais. Donc je pense que la clé, elle se situera là pour Miami, c'est de réussir à contenir peut-être le duo Samu-Rodrigo Mora, et eux, dans leur moment, essayer de maximiser le plus possible et d'être efficace quand ils auront des occasions. J'ai senti ouais. un Messi en jambes, donc Bien maintenant, ça, c'est donc, rassurant. ça c'est rassurant, et maintenant il manque plus que quelques joueurs autour de lui puissent aussi s'élever et se mettre à son niveau dans cette équipe. C'est pour ça que je pense notamment à Fafa Pico, à ce genre de joueur qui je pense peut déstabiliser
une équipe comme Porto. Ouais, ok. D'accord, je comprends. Donc, un prono face à Porto? Je dirais victoire étriquée. Victoire 2-1, allez. 2-1 Ok. de Miami. De Miami. Donc, Voilà. ouais, Porto, tu les sens vraiment en grosse difficulté. Bah, en fait, je sais pas comment. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des. Palmeiras, par exemple, ils prennent à cœur cette compétition. Et plus largement, c'est le football sud-américain qui prend cette compétition vraiment à cœur Ouais. et qui a envie de montrer justement que voilà, en Amérique du Sud, voilà, ils savent jouer au ballon et qu'ils ont les qualités pour déranger les équipes européennes. Il y a comme une histoire un peu d'ego Ouais, je dans ce comprends, début de carrément. tournoi. Donc j'espère que Miami va réussir à mettre cette intensité-là et voilà, faire sentir à Porto que bon, sur ce match-là, ils viennent pour aller chercher un résultat et non pas voilà, jouer un peu en dilettante. Parce que ça, s'ils jouent comme ça, je pense que ça ne le fera pas face à Porto. Même si c'est un Porto qui est moyen, ça ne le fera pas. Ah bah là, ça va être Miami qui est une équipe très hispanophone, ça va être drôle enfin une équipe très sud-américaine face à une équipe qui est aussi très sud-américaine, ça va être un choc sympa. On rappelle que le match du coup sera au Mercedes-Benz Stadium et pas au Hard Rock Stadium de Miami. Donc ça c'est intéressant de savoir. On passe Thomas au groupe Ah, B. attends, juste avant, je voulais juste faire quand même Ah les oui, tops bien et sûr, les flops. top flops. Excuse, j'avais oublié carrément. Donc les tops, bah forcément Oscar Oustari qui a arrêté le penalty, qui a été monstrueux, qui a été homme du match, et Lionel Messi pour toi. Ouais, bah, Oscar Boustari, pas besoin d'en dire plus. D'en dire plus. C'est sûr. Et Lionel Messi, comme j'ai dit juste avant, que j'ai trouvé en jambes et qui est monté en puissance petit à petit dans la rencontre, qu'on a commencé à trouver de plus en plus. Et Miami aura besoin d'un Lionel Messi au top, au top pour pouvoir espérer quelque chose. Donc Et c'est pour pour tes ça que flops, je l'ai mis en top. Et pour les bah, flops, bah, j'ai vas-y. parlé des défenseurs. Ouais, Villiers et Falcon, Ah la voilà, défense centrale en fait. oui, oui, tout à fait. Bah, déjà par leur placement, ils étaient tellement loin, ils laissaient beaucoup d'espace dans leur dos. Avilés ne doit même pas terminer le match, il doit prendre un carton rouge. En première mi-temps, il doit sortir du terrain, l'arbitre est clément avec lui. Donc il a été sorti d'ailleurs à la mi-temps. Donc voilà, et bizarrement, avec Chelo, je crois, c'est Chelo Weghorst qui est rentré, qui a été nettement meilleur. Et puis Falcon qui lui est totalement limité. Et je pense que ça peut être un maillon faible pour Miami sur la suite, parce que je sais que Avilés, ça reste quand même un joueur qui a quand même des qualités et qui a montré par le passé que voilà, il est capable de tenir la baraque défensivement. Mais moi, c'est plus Falcon qui me fait peur sur le reste de la compétition. Donc pour moi, c'était mes flops pour ce match côté Miami. Ok, parfait. On passe du coup au deuxième match, au groupe B, avec Seattle face à Botafogo. Seattle donc qui s'est incliné 2-1 sur ses terres face au club brésilien de Botafogo, champion de la Copa Libertadores. Libertadores en titre. Sur un but, donc Botafogo s'est imposé sur un but de Jair et Igor Jesus. À ne pas confondre avec le Igor Jesus du LAFC, bien sûr. D'ailleurs, Igor Jesus qui va signer à Nottingham. Ok, Il y a intéressant. trois joueurs Ouais, de Botafogo. Il y a trois joueurs de Botafogo qui iront à Nottingham après cette Coupe du Monde des clubs. comme Comme c'est bizarre, bizarre, hein. hein. Non, c'est sûr que bizarrement, il y a que des transferts louches entre Crystal Palace, Nottingham, Botafogo, Lyon. C'est vraiment bizarre, tous ces clubs-là. Bref, on passe à autre chose. Oui, Botafogo, du coup, qui s'est imposé 2-1 sur deux coups de pied arrêtés, Thomas. Ouais, ouais, dur. Deux corners, si je ne dis pas de Il y a un bêtises. corner et un centre, mais sur Voilà, ouais, c'est deux têtes. deux têtes, voilà, sur deux têtes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais la première tête est magnifique, hein, l'action Ouais, est ouais, 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 ouais. de Jair. Le- Et après, il y a eu le corner de Igor Jesus, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Euh, Non, je crois que c'est l'inverse. Je crois que Jair, c'est sur le coup franc ou un corner. Et Igor Jesus, c'est dans une action L'action, ouais, ouais, bien l'action, le construite. crochet et tout ça, C'est ça, exact. c'est ça. Ok, donc il y a eu ça, et derrière, Christian Roldan a réduit la marque pour Seattle, mais ils sont malheureusement arrivés trop tard. Euh, Tu as eu beaucoup tu nous as dit après le match, après avoir vu le match,
c'est cruel pour Seattle, c'est vraiment cruel. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça, du coup? Parce que, en fait, Seattle, j'ai été frustré. Parce Oui, on que voit les stats, là, c'est un peu criant. ce Des qu'ils ont fois, les montré, stats, ce qu'ils ont montré en seconde période, en fait, c'est ce qu'ils auraient dû montrer sur toute la durée du match. Et je pense que, je sais pas, comme ils sont peut-être rentrés avec un peu de pression, ou voilà, ils ont pas osé totalement, tu vois, lâcher les chevaux. Hein. Ils ouais. étaient vraiment trop stériles en première période et Botafogo en a profité notamment sur le jeu aérien où Seattle a été plus que mauvais avec notamment le défenseur central Kim qui a été très mauvais. C'est lui sur les deux duels aériens. Il perd les deux duels aériens, ce qui amène à deux buts pour Botafogo. Botafogo a tranquillement géré sa première mi-temps. Hein, ils sont arrivés un peu au début de match, voilà, ils ont planté le but. Et puis ce but juste avant la mi-temps qui donne encore plus d'épaisseur au score. Et puis on a eu un changement total de Seattle en deuxième mi-temps. Ils sont rentrés avec des intentions, des réelles intentions, de l'intensité, un pressing haut, des récupérations hautes. Et ils ont vraiment asphyxié cette équipe de Botafogo. Ils se sont créés énormément de situations et d'occasions franches. Et ils ont malheureusement manqué d'efficacité. Et, euh, et c'est pour ça que je suis frustré parce que je pense que des trois équipes qui sont engagées dans cette compétition, là, sur cette première journée, c'est clairement l'équipe qui a fait la meilleure impression sur le plan du jeu. Et ils sont mal payés au final. Et donc c'est pour ça que Ouais. j'ai été frustré. Pourtant, c'est celle que t'attendais le moins au final. Bah, on les attendait moins, mais comme on l'avait dit en preview, je l'avais dit, que c'est une équipe qui, malgré qu'elle soit un peu en difficulté, c'est une équipe qui a l'habitude de gagner et qui sait aborder ce genre de compétition. Donc, et c'est au final, on a vu sur la deuxième période, c'est que euh, quand ils décident de jouer avec de l'intensité et du pressing, bah, tout de suite, ils arrivent à se créer des occasions et à être beaucoup plus dangereux que leur adversaire. Botafogo n'ont pas eu, ils ont quasiment rien fait en fait sur la seconde période et, euh, et c'est cette première mi-temps qui les met un peu dans, dans les mauvaises dispositions pour la suite quoi, de la rencontre. Et c'est très dommage d'avoir manqué d'intensité et manqué de volonté et d'envie sur cette première mi-temps. Ils ont été beaucoup trop respectueux de cette équipe de Botafogo en fait j'avais l'impression qu'ils ne savaient pas trop sur quel pied danser. Ils ne savaient pas trop jauger cette équipe de Botafogo. Ils ne savaient pas s'il fallait aller les chercher, venir les attendre un peu en bloc bas. On ne savait pas trop en fait où ils voulaient aller. Et une fois qu'ils ont lâché les chevaux en seconde mi-temps, on a vu que voilà, Seattle, je pense, était possiblement supérieur à cette équipe de Botafogo au final. Et le score ne reflète pas cette domination et cette supériorité de Seattle. Pour entrer dans le vif du sujet, tu en as déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'on partirait pas sur les top et flop, du coup, tes top et flop Ouais, de ce vas-y. match pour justement affiner tes propos? T'as eu beaucoup de tops, mine de rien. Pour une défaite, 4 joueurs avec des tops, dont notamment les deux ailiers Pedro de la Vega et Paul Rossrock. Le buteur Christian Roldan, mais aussi Obed Vargas au milieu de terrain, si je dis pas de bêtises, C'est Thomas. ça, ouais, tout à fait. Ah. Bah, Euh, ouais, vas-y, je t'écoute. en fait, c'est là où je pense qu'en deuxième mi-temps, on a vu la supériorité. C'est que et Vargas et Roldan ont mangé totalement le milieu adverse. Ils récupéraient énormément, ils ont récupéré énormément de ballons. Euh, Roldan, il met le but, mine de rien, qui redonne un espoir à cette équipe de Seattle. Il a pas, je crois qu'il a fini sur les rotules. Il était épuisé parce qu'il courait partout. Il courait partout. Il était dans tous les duels, toutes les récupérations. Il obtenait des fautes. Franchement, je pense que c'est vraiment eux qui ont dicté le tempo de cette deuxième mi-temps pour Seattle. Donc c'est pour ça que du coup je les mets en top. Et puis, mes deux autres tops, ce sont les deux entrées de Pedro de la Vega et de Paul Rossroff. Parce que eux ont enfin amené ce danger dans les 25 derniers mètres. Là où je trouvais Seattle beaucoup trop stérile en première mi-temps, où des fois ils avaient des séquences de possession, mais ça finissait pas soit par une frappe, soit par un centre. En fait, ça débouchait sur rien. Ça débouchait sur rien parce que ils n'arrivaient pas à mettre en difficulté la défense de Botafogo. Et ça a totalement changé quand Pedro de la Vega et Paul Rossrock sont entrés parce qu'ils ont mis de l'envie, de la percussion. Ils ont enchaîné les duels, les 1 contre 1.
à chaque fois, même s'ils rataient, ils retentaient, ils revenaient, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était vraiment un travail de sape de leur part. Et Pedro de la Vega aurait pu être le héros. Il a eu la dernière occasion à la dernière seconde. À la dernière seconde, il a cette occasion où il manque un peu sa frappe. Il n'arrive pas à mettre de la puissance dans sa frappe. Et Paul Rosrock, je crois qu'il est passeur décisif sur le but de Roldan, parce que c'est lui qui est au centre. Et je pense que ces deux mecs-là devront être titulaires sur le prochain match, parce que pour moi, c'est eux les grands vainqueurs de cette rencontre, si je peux dire qu'il y a des vainqueurs, quoi. Donc laisse-moi deviner, dans tes flops, on va avoir. Alors attends. Ryan Kent et Jesus Ferreira. Jesus Ferreira, je ne l'ai pas mis en flop D'accord. parce que j'ai trouvé quand même qu'il a eu quelques bons petits passages, notamment sur les 15-20 premières minutes où il arrive quand même à se trouver en situation de frappe. Il a deux belles frappes. On l'a quand même trouvé, tu vois. Il a quand même été remuant. Mais en flop, j'ai mis les deux défenseurs. J'ai mis Kim parce qu'il est fautif sur les deux buts. Il s'est fait manger sur les deux duels aériens qu'il a eu à gérer dans ce match. Quand ils ont fait rentrer Bell, ça s'est tout de suite mieux passé. Ils arrivent à gérer la profondeur, à faire des courses pour revenir courir vers leur but. Et puis je mets Nouhou parce que pour moi c'est intolérable avec l'expérience qu'il a. Ça fait partie des cadres de cette équipe. Et sur le premier but, c'est un coup franc où Nouhou va s'embrouiller avec un joueur alors qu'il n'y a même pas raison d'être. Il s'embrouille avec un joueur, ce qui fait que l'arbitre siffle coup franc pour Botafogo, et Botafogo marque sur ce coup franc. Et donc pour moi ça c'est inadmissible venant d'un joueur d'une telle expérience et un mec qui fait partie des cadres de l'équipe de Seattle. Donc c'est pour ça que voilà, les deux principaux flops ce sont des flops défensifs. Mais je voulais mettre aussi Ryan Kent parce que c'est très décevant. On en parlait notamment sur la preview avec Ryan qui nous disait justement peut-être que ça pouvait être enfin la compétition qui permette à Kent de hausser le niveau et de se montrer. Et malheureusement, moi je l'ai trouvé tellement stérile. Il n'y a pas de percussion. Quand il reçoit la balle, il est arrêté. Il va avancer un peu, puis il va faire une passe en arrière, puis il va temporiser. En fait, je l'ai trop peu vu utiliser sa pointe de vitesse, utiliser sa technique, venir provoquer son latéral en un contre un. Son vis-à-vis. Ouais, donc pour moi c'est très décevant et pour moi il doit aller s'asseoir sur le banc parce que il y a deux mecs qui sont entrés qui se sont vraiment donnés à fond. Lui j'ai l'impression qu'en fait il se regarde un peu trop jouer et moi ça me plaît pas tout simplement et je pense que Paul Rosrock et Pedro de la Vega ont vraiment une carte à jouer et ils doivent être titulaires sur le prochain match, même si l'adversité va être très difficile, parce que là, tu vas affronter les deux ogres de ton groupe, donc ça va être très dur. Donc je pense que aussi il va falloir peut-être être plus indulgent sur les performances respectives de Rosrock et de la Vega seront à pondérer par rapport à l'adversité, mais je pense qu'ils ont gagné leur chance d'être titulaires sur ce match-là. Ok, ouais, je vois. Et puis, en tout cas, le coach, visiblement, Brian Schmeiser, a été d'accord avec toi, puisque nous et Kim sont sortis les deux à la mi-temps pour Bell et Baker Whiting. Visiblement, Il Baker a Whiting fait une belle entrée. bon. Il a fait une belle entrée. Vraiment bon. Ouais. Et ça a beaucoup gêné l'attaque brésilienne, qui a même fait rentrer, c'est vrai, Arthur Cabral ou encore Joaquim Correa. Hein, il a fait un match claqué. Il a fait un match pourri. Ça t'étonne? Il a fait un match. Et dire que j'aimais bien ce mec quand il était à l'Inter, vraiment. Ouais, c'était vrai. Il est claqué depuis un moment. Thomas, tu as mis le score. Botafogo 3 points, PSG 3 points. Il faut un exploit maintenant pour Seattle. Il faut que ils arrivent à gagner contre l'Atlético ou le PSG. Et qu'ensuite ils fassent un match nul contre les deux. Donc 4 points minimum, je pense, pour Seattle face aux deux ogres pour pouvoir espérer être qualifié pour la suite. Mission impossible, non? Bah, je me dis, va falloir essayer d'aller accrocher l'Atlético parce que quand je regarde le PSG jouer, je me dis, bon, au vu de comment le PSG joue, ça va être très dur d'aller accrocher un résultat face à eux. Et je me dis, pourquoi pas l'Atlético Madrid on sait que l'Atlético Madrid, quand ils sont dans la posture du favori, ils peuvent avoir des fois tendance à un peu flop.
Ouais, ça sera au Lumenfield Stadium. Hein. En plus, Donc, très belle Bruxelles, ambiance, hein. Belgique, Très belle ambiance, très Oui. belle ambiance au Lumenfield, c'était vraiment agréable. Et puis je me dis pourquoi pas que ça se joue, je sais pas comment ça se joue, si ça se joue sur la différence de but particulière ou sur le goal average, mais Alors, voilà. espérer peut-être que Botafogo explose et prenne 2 scores Au contre face à face, l'Atlético. Thomas, ce sera au face à face. Ah bah ça bon, bah, c'est mort alors. Donc il va falloir faire le plein, il va falloir avoir plus de points que Botafogo, donc il va falloir réussir à ne pas perdre les 2 prochains matchs et en gagner au moins un sur les 2 Ouais. pour espérer faire quelque chose, mais ça va être très compliqué là je pense qu'ils ont raté le coche malheureusement et il y avait la place. Quand on regarde la physionomie du match, il y avait la place pour Seattle d'être à la place de Botafogo là et de mettre directement la pression sur l'Atlético, je sais c'est Seattle joue l'Atlético en deuxième là. Oui, 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 c'est Ah bah ça. voilà, donc ça, ils Et auraient après, pu, ce sera Paris en dernier. c'est ça, ils auraient pu potentiellement mettre la pression sur l'Atlético qui aurait été dans l'obligation de résultat si c'était Ouais. Seattle qui avait 3 points. Mm. Donc ouais, là c'est pour moi c'est une mission impossible et je pense qu'ils vont se faire éliminer malheureusement quoi. Et ils ont loupé le coche, c'est très dommage. Ok. Ok, ok. Écoute, on verra ça. Je te dis, c'est quand le match? Ben, du coup, je suppose que c'est demain aussi. Attends, laisse-moi vérifier. Le match est le 20, donc dans 2 jours. Ah oui, mais à minuit. Non, mais c'est pas demain, du coup, à minuit. Ah, c'est un bordel pour calculer les heures, désolé. Puisque demain, on n'aura pas le Ce Meras à sera, ce l'Allier. sera dans la nuit Ça sera de demain. jeudi à C'est ça. vendredi. Ça sera demain. Demain à minuit. Voilà. Ouais, dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, exactement. Donc voilà. Et ensuite, on aura le PSG Botafogo à 3h du mat. T'es ravi? Ouais, je suis ravi, hein, moi, en tant que supporter du PSG, franchement, je me Non, régale, hein. non, non, je te dis, t'es ravi de te lever à 3h du mat? Ah, je sais pas, franchement, je crois que je vais le regarder en replay le lendemain. Ok. J'aime mon club, hein, mais le sommeil c'est important, c'est dur, hein. Ouais, 3 heures du matin. je suis d'accord. Par contre, en vrai, je trouve que, hormis le match à 3h du matin, tu vois, Non, c'est que minuit c'est vraiment, c'est 18h, digeste. 21h et minuit, Franchement, ça, ça s'enchaîne bien. ça se fait. Ouais, ouais, ça s'enchaîne bien. Donc voilà. Voilà, voilà. On part du coup sur le dernier match, Thomas, Allez, sur le LAFC. Le LAFC qui s'est incliné face à Chelsea 2-0 sur un but de Pedro Neto et de Enzo Fernandez. Tu l'as dit, 2 classes d'écart pour 2 buts d'écart. Pourtant, le LAFC qui avait plutôt bien ouais. débuté la rencontre, qui a été fort sur les pressings, avant de se faire reprendre par Chelsea qui a longtemps posé le pied sur le ballon et qui a été dangereux en contre-attaque notamment. Et puis, ils se sont fait avoir sur un super but de Pedro Neto, une feinte de frappe monumentale sur Linkshield, qui s'est fait avoir comme un débutant, lui le défenseur de 34 ans, enfin, c'est quand même dommage. Et derrière, Pedro Neto a converti cette occasion-là, a fusillé Hugo Lloris comme ses plus grandes heures à Tottenham. J'étais obligé de la mettre. Et ensuite, Oui, Tottenham, oui, Tottenham, oui, voilà, Tottenham. c'est ça. Le pauvre, pour une fois qu'il part à Tottenham, il gagne un cheat, quoi. C'est un truc What de do you think of Tottenham? shit! What Voilà. do you think of shit? Tottenham! Tottenham, thank you. That's alright. Ouais, Tottenham, ouais, Tottenham. Bref, 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 bref. Du coup, et ensuite, le LAFC qui a changé, notamment grâce à Ordaz, que tu as mis sur la photo, qui est sorti sur blessure, malheureusement, sur commotion, en protocole commotion, si je dis pas de bêtises. Et c'est surtout David Martinez qui est rentré à sa place et qui a beaucoup apporté. Denis Bouanga aussi a fait son travail, mais ils n'ont pas réussi à être précis, décisif au moment où il fallait. On voit les stats là, 65% de possession pour Chelsea, bon, jusqu'à la logique. 17 frappes à 7, ok. 6 tirs cadrés à 4 au final, voilà, ils ont été assez dangereux sur leur frappe. Le peu de frappes qu'ils ont fait, ils ont vite cadré le LAFC. Et bon, par contre, voilà, les XG parlent d'eux-mêmes et le nombre de passes aussi. Le LAFC a été un ton en dessous, mais aurait pu se rapprocher, au moins marquer un but, notamment de la part de David Martinez ou Denis Bouanga. C'est dommage parce que, bon, je Sur les pense qu'on 4 a. cadrés, il y en a 2 qui peuvent aller au fond. Ouais, ouais. Je pense que Chelsea était supérieur à cette équipe du LAFC, voilà, dans la maîtrise. Ça, c'est logique. Euh,
et surtout dans les deux surfaces. Là où le LAFC a l'habitude en MLS d'être cette équipe justement clinique, tueuse, qui maîtrise, qui arrive à gérer les deux surfaces. Là, contre Chelsea, malheureusement, Chelsea met ce but alors qu'ils sont dans une, tu sais, ils sont un peu dans un moment où ils ronronnent, tu vois, où ils n'arrivent pas trop à trouver d'occasion franche. Il n'y a que la frappe arrêtée par Lloris. Si je dis pas de bêtises, il y a une seule frappe qui est cadrée sur le début de la rencontre. Et, euh, et malheureusement, ils prennent ce but un peu c'est une sorte de transition rapide où voilà, il y a Ouais, une superbe ouverture c'est et ça. après Pedro Neto qui va mystifier Hollingshed et derrière qui finit en mettant un pointard sur Lloris. Mais je pense que au final, Chelsea aurait pu se mettre en danger, tu vois. Et c'est dommage pour le LAFC qui n'ait pas réussi tu vois, à conserver ce match nul, ce 0-0 plus longtemps pour Ouais. pouvoir potentiellement, tu vois, mettre en doute cette équipe de Chelsea parce que j'ai trouvé Chelsea souverain meilleur, mais Chelsea quand même assez suffisant. Et par moment, on avait un bloc coupé en deux côté Chelsea. Les offensifs ne revenaient absolument pas. Euh, des fois même, il y avait quasiment pas de milieu de terrain. Hein. En fait, j'avais l'impression de voir un match un peu yo-yo où tu vois, ça allait des deux côtés où voilà, on sautait le milieu de terrain. Parce que, voilà, j'ai trouvé les deux milieux de terrain assez moyens, voire pas bons sur ce match. Et, euh, et malheureusement, ils ont eu les occasions en deuxième mi-temps pour justement revenir à 1-1 et peut-être faire basculer le match et avoir le momentum de la rencontre. Et malheureusement, ben, Bouanga rate, David Martinez rate, trop Ouais. d'imprécision, voilà, un peu de coups de billard, un peu, tu vois, des, des coups de billard dans la surface, la balle qui arrive mais qui tape un tibia, une jambe, un Ouais. contrôle trop long, ou truc, tu vois. Donc ça a manqué peut-être de qualité, de justesse à certains moments. Mais je trouve que à l'entrée de Liam Delap, Chelsea a remis un petit coup Ah. d'accélérateur et ils ont réussi à concrétiser leurs deux temps forts, entre guillemets, de la rencontre. Ils ont réussi à les concrétiser par deux buts et en finale, la défaite est logique pour Los Angeles. Et maintenant, place aux autres rencontres. Et on verra peut-être un peu plus cette équipe du LAFC un peu plus volontaire et un peu plus tournée vers l'avant. Parce que là, je les ai trouvés quand même euh, assez, euh, assez bas. Assez bas et je trouve qu'ils ont mis un peu trop de temps à lâcher les chevaux aussi. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de regrets dans cette rencontre pour le LAFC? Il y a une occasion en particulier qui te revient, qui te donne des regrets? Peut-être celle de Bouanga où c'est une ouverture en profondeur. Malo Gusto il est un peu trop juste. La balle lui passe au-dessus. Et derrière Bouanga il va en face à face. Mais en fait il tergiverse trop, il attend trop alors il peut frapper plus vite. Et il va encore chercher à mettre un crochet. Et derrière Malo Gusto a le temps de revenir, lui met la petite poussette qu'il faut pour le faire tomber. Et Oui. ensuite il rate l'action. Je pense qu'il aurait pu tirer un peu plus avant, Ouais. un peu Deux. plus tôt. Pour toi, est-ce qu'il y a eu deux actions litigieuses de penalty? Est-ce qu'il y aurait pu avoir un penalty sur les deux ou pas? Il y en a une, oui. Sur la première ou la deuxième? Moi, j'irais plus la deuxième, Ouais. Parce tu que la vois. première, il frappe et c'est au-dessus, il se fait pousser un peu Moi, après. voilà, moi, je pense sur celle-là, c'est celle-là que je te parle sur le Malo Gusto. Ouais, Je pense que Malo Gusto joue bien le coup, il le ouais, pousse là, il a juste, dû frapper juste avant. ce qu'il faut, tu vois. Juste ce qu'il faut tu vois, pour le déséquilibrer sans trop que ça soit flagrant. Mais je pense plus sur la deuxième que tu peux peut-être siffler. C'est pas un scandale qui siffle pas non plus, mais c'est une action litigieuse qui aurait pu aussi tourner dans le sens de Los Angeles. Donc ouais, je pense que c'est plus l'occasion de Bouanga la première qui me laisse un peu des regrets quoi. L'arbitre a été trop clément pour toi? Bah, en fait, trop clément avec certains joueurs, oui, parce que je vois le match de Caicedo au milieu. Le mec c'est une brute. En mode c'est une brute. Non, mais genre au-delà de Caicedo, je trouve que entre les deux équipes, il y avait une différence athlétique. Elle était mais abyssale. Mais vraiment abyssale. Tous les joueurs de Los Angeles explosaient à chaque duel. À chaque duel, ils perdaient le ballon, ils tombaient par terre, ils ne gagnaient
ils gagnent trop peu, ils ont gagné trop peu de duels pour pouvoir mettre vraiment en danger cette équipe de Chelsea qui s'est reposée sur les qualités voilà, individuelles et la justesse de ses attaquants pour faire la différence. C'est pour ça qu'il a fait rentrer Olivier Giroud à la mi-temps, quoi. Qui a fait du bien parce que d'ailleurs je l'ai oublié en flop, mais lui il aurait pu être en flop, hein. Celui qu'Olivier Giroud a remplacé, il aurait pu être en flop Et parce que, Bobis, parce que là il a fait un match en caterpillar, hein, vraiment. Ben, parlons de tes top et flops alors. Quand on commence par les flops, vas-y. Voilà, on commence par les flops. J'en ai mis deux, je crois. Ouais. Ouais, bien sûr. J'aurais pu en Euh, mettre 4, hein. J'aurais pu en mettre 4. ouais. Ryan Hollingshit, comme par hasard, t'as mis la fameuse photo où il se prend le crochet. Ouais, Hein. parce que mais au-delà de son crochet, il s'est pris la misère par Pedro Neto Pedro sur tout le Neto. match. Le pauvre, il en pouvait plus. Alors que contrairement, j'ai dans mes tops peut-être son pendant de l'autre côté que j'ai trouvé plutôt satisfaisant. Et puis celui qui m'a vraiment vraiment déçu, c'est Ouais. c'est Timothy Tillman, pardon, c'est Oui, Malik. il faut pas avec Ouais, Malik. ouais. Timothy Tillman qui m'a exaspéré en fait. Il m'a exaspéré. Que ce soit sur le but d'Enzo Fernandez. Enzo, il arrive, il est dans les 6 mètres. Il fait contrôle. Il a le temps de contrôler, puis ensuite mettre la frappe, la petite frappe en plus, sans que Tillman le gêne. Tillman le gêne. Enzo fait son contrôle. Dès qu'Enzo il a fait son contrôle, Tillman il s'arrête. Tillman il s'arrête. Et il laisse Enzo ajuster Lloris tranquillement. Et puis, en fait, il est trop dilettant, il est trop nonchalant. Là, on n'est pas en MLS, copain. On n'est pas en MLS, là, t'as pas le temps de te regarder jouer, la balle elle arrive, voilà, hop, je contrôle, je me retourne, je lève la tête. Là, ça va plus vite, là, ça va vite, là. Et Là, ouais. t'es face à une équipe qui va te mettre du pressing et tout, il faut aller plus vite. Et en fait, j'ai trouvé vraiment, je sais pas, j'ai trouvé vraiment à l'ouest. J'ai trouvé à Ouais. l'ouest et il m'a énervé. Il m'a énervé et je l'aurais fait sortir. Je l'aurais fait sortir très rapidement parce que vraiment, j'ai trouvé son match vraiment exécrable. Marquis Delgado a été moyen. Lui aussi s'est fait manger dans l'intensité, voilà, euh, dans l'aspect physique et athlétique. Mais voilà, il s'est pas caché, il a quand même essayé, tu vois, il a quand même essayé, il y est allé. Il a eu quelques ballons où il aurait pu mieux les négocier notamment. Mais je pense que Timothy Tillman, waouh, 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 waouh. Moi qui en attends beaucoup de ce joueur parce qu'on a fait partir Bougouche, on a fait partir Ilié, on a fait partir Ilié, on a fait partir plein de joueurs au milieu de terrain pour justement, je pense, lui faire de la place et lui faire prendre un peu plus d'épaisseur dans ce milieu de terrain. Et en fait, au final, moi, je reste sur ma faim avec ce joueur-là et j'espère qu'il ne sera pas titulaire au prochain match, malheureusement. J'espère. Parce Tu que veux voir si, qui à sa place? honnêtement, je sais pas, tu me trouves moi autre chose. Mets-moi Yeboah, mets-moi, je sais pas, mets-moi Marlon. Marlon. Même Igor Ouais. Jesus, je l'ai trouvé, il est très lent. Jesus avec le ballon aussi. Ouais. Même pour se retourner, pour courir et tout, c'est dur. Mais ouais, Tillman, moi, je veux pas le voir là. Moi, je disais avec le match qu'il a fait hier, le match qu'il a fait, c'était hier ou avant-hier? Avant-hier. Le match qu'il a fait avant-hier, pour moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Tu tues ton équipe en fait en jouant comme ça. Il a perdu un nombre incalculable de ballons. Il faisait pas les courses. euh, du déchet. euh, c'est exécrable. Donc pour moi, c'est Pas de lui le pire Tillman. flop. C'est le pire flop. Ouais. C'est Pas vraiment de le flop. Tillman et pas de Ebobis du coup. Waouh, 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 waouh. Mais Bobby C, j'aurais pu le mettre en flop, hein. Mais bon, Ouais, bien sûr. voilà. Et on passe du coup au top quand même pour bien finir. Je vais essayer de finir sur une bonne note. Alors, mes tops. Bah, Sergi Palencia. voilà, Comme comme je dis, beaucoup. ouais, comme je disais, le pendant de Holinched lui a fait son match très solide. Il a quand même réussi à bien contenir Madueke qui est très peu passé sur son côté. C'est pour ça que Chelsea notamment a vraiment abusé d'aller jouer sur le côté de Pedro Neto. Parce que Palencia, il a été vraiment très bon défensivement. Euh, dans un match qui demandait aussi à être concentré, sérieux. Parce qu'on sait que Chelsea adore jouer les 1 contre 1 sur les côtés. Donc voilà, je voulais le mentionner. C'est pour moi, je pense, le meilleur joueur de la rencontre côté Los Angeles. Et derrière, David Martinez, qui mine de rien, a montré un peu de ses qualités, de ce qu'on lui prête comme qualité. Hein. Ouais. J'ai une action notamment
où il dribble Cucurella dans un contre 1, mais derrière il fait le mauvais choix, il rate son centre. Je sais pas s'il va faire un centre ou un tir. Mais en tout cas, c'est lui qui a amené aussi le danger sur les moments forts de Los Angeles avec Bouanga, qui a lui aussi eu beaucoup de déchets, qui n'a pas su gagner ses duels, que ce soit face à Rhys James ou que ce soit face à Malo Gusto. Donc, des trois offensifs, celui qui a été le plus dangereux, celui qui a le plus réussi à créer des choses, c'est David Martinez. Donc, c'est pour ça qu'il est en top de mon côté. Il y a une autre action aussi de David Martinez où il dribble sur le côté et il va pour frapper, il frappe totalement à côté. C'est dommage sur celle-là. Ouais, voilà, bah voilà, tu vois, je sais que je l'avais oublié celle-là. Celle Eh que oui. j'avais, c'est celle où il dribble Cucurella, celle-là, elle m'était restée en tête. Ouais, mais celle-là, elle est pas mal, elle est quand même pas mal. Ok, Thomas, on finit sur le classement. Donc avec 0 points pour la AFC, 3 points pour Flamengo, 3 points pour Chelsea et 0 points pour l'Espérance Tunis. Prochain match, il me semble que c'est l'Espérance Tunis. Oui, c'est ça. Donc ce sera plus tard, ce sera dans la nuit du 20 au 21, à partir de minuit encore. Là, ça peut être plus intéressant. Par contre, il va falloir gagner à tout prix. Il faut absolument gagner ce match parce que elle a Le 10, voilà, des forces en présence de ce groupe. Chelsea et Flamengo semblent supérieurs. Flamengo, je les ai trouvés très intéressants. Franchement, c'est une très belle équipe qui a vraiment des beaux principes de jeu avec Philippe et Luis en tant que coach. Euh, mais il faut que les LAFC fassent le job face à l'Espérance de Tunis pour s'offrir une finale face à Flamengo lors de la dernière journée pour espérer une qualification. Et on sait jamais, peut-être que sur un match, peut-être que avec des transitions, avec peut-être un pressing moins intense que ce que Chelsea a pu leur opposer, ils peuvent pourquoi pas aller chercher la victoire, tu vois, et se qualifier derrière. Mais en tout cas, victoire obligatoire pour Los Angeles face à l'Espérance de Tunis d'un certain Youssef Belaïli. tu penses qu'ils vont le faire? Est-ce que l'Espérance Tunis t'a fait peur ou pas spécialement? Pas spécialement, je les ai sentis quand même assez faibles. Il n'y a que Belaïli qui a été au niveau, qui a porté du danger. Après, Ouais. je sais plus Belaïli s'il joue à gauche ou à droite. Il faudrait que je regarde, il faudrait voir la composition de l'Espérance que l'Espérance a opposé à Flamengo. Je vais regarder, attends. Parce que Je m'en rappelle plus. s'il est sur le côté de Linkshed, ils sont morts. Ouais, attends, il est côté gauche. Donc Et au non, Linkshed, côté il joue. Palencia. Oh bon, ça va alors. Ouais. Ça peut le faire en fait. Ça peut. Franchement, il y a la place. Il y a clairement la place contre cette équipe de l'Espérance de Tunis. David Martinez peut-être va démarrer. Il y aura peut-être des ajustements de la part de Cherundolo par rapport au premier match. Peut-être un Olivier Giroud qui va se montrer décisif. Non, non, franchement, il faut y croire. Il faut y croire pour cette équipe de Los Angeles. Rien n'est fait. Ils ont les moyens de s'offrir cette finale contre Flamengo qui va jouer contre Chelsea. Et je pense que Chelsea devrait gagner et assurer sa place de De premier, leader. de leader de ce groupe. Ok. Bon, et ben Thomas, on se donne rendez-vous en fin de semaine du coup pour les derniers débriefs. Exactement, les De la débriefs de la deuxième journée. Ça, pour les débriefs de la deuxième journée. On va voir ce que ça va donner le reste de la deuxième journée. Il y aura peut-être déjà des clubs éliminés, peut-être déjà des clubs qui vont se rassurer. Écoute, on espère. Ça va être intéressant. Et donc, on se donne rendez-vous fin de semaine. Allez, c'était tout pour nous. Ciao, ciao! Ciao, ciao!